demande-lui pardon immédiatement, Denise, ou nous divorçons. La voix de mon mari a transpercé le bruit de notre jardin, plus forte que les cigales, plus forte que le bourdonnement sourd de l'Inir Skynear s'échappant du vieux haut-parleur Bluetooth de Greg. Et d'un coup, 24 ans de mariage se tenaient là, au grand jour, comme un objet bon marché laissé trop longtemps au soleil. Je me souviens de la façon dont les glaçons ont bougé dans mon gobelet en plastique, ce petit tintement creux. Je me suis accroché à ce son parce que c'était plus facile que de la regarder, elle. Tessa, debout pieds nus sur les dalles de mon patio comme si elle était chez elle, portant une robe rouge que je ne connaissais que trop bien. Greg me l'avait achetée 5 ans plus tôt pour notre 20e anniversaire. Je l'avais portée pour un dîner au Mitchell S. Ocean Club. Il m'avait dit que je ressemblais à une femme qui ne vieillissait pas. Maintenant, c'était elle qui la portait et elle souriait, elle n'était ni nerveuse, ni embarrassée, elle souriait comme si elle avait déjà gagné quelque chose. Quelqu'un a toussé derrière moi. Un des sous-traitants de Greg, peut-être. Un voisin bougeant sur l'une de ses chaises de jardin pliantes. Personne n'a rien dit. Personne n'avait besoin de le faire. J'ai regardé Greg. 53 ans. Le gris commençait tout juste à envahir ses tempes. Toujours debout comme s'il possédait les lieux, comme il le faisait toujours. Sauf que maintenant, je le voyais plus clairement que jamais. Il n'était pas fort. Il était juste habitué à ce que je soutienne tout derrière lui. Tu m'as entendu, a-t-il dit, plus brusquement cette fois. Demande pardon. J'ai ressenti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Pas de la colère, pas même de la tristesse. Une clarté, lente, calme, s'installant comme de la poussière. J'ai posé mon gobelet sur le comptoir. La condensation a laissé un cercle sur le granit que j'avais choisi moi-même il y a 12 ans. Je t'ai entendu, ai-je dit. Ma voix sonnait stable. Cela m'a surprise. Tessa a légèrement incliné la tête, me fixant comme si elle attendait un spectacle. Ses cheveux étaient parfaitement tirés en arrière, son maquillage encore frais malgré la chaleur d'où. Elle sentait quelque chose de cher, un parfum floral qui n'avait pas sa place dans un jardin avec des burgers grillés et du liquide allume-feu. Greg a fait un pas de plus. Alors dis-le, a-t-il dit. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Plus difficiles ? Ce mot m'a presque fait rire. Je me suis levé lentement, ma chaise a grincé un peu contre le béton. Quelques têtes se sont tournées. Je ne les ai pas regardées. Je l'ai regardé, lui, et puis, juste une seconde, je l'ai regardé, elle. Ce sourire narquois. Ce n'était même pas subtil. Elle pensait m'avoir coincé. Elle pensait que j'allais céder, m'excuser, maintenir la paix comme je l'avais toujours fait. Comme chaque fois qu'il poussait le bouchon un peu trop loin et que j'intervenais pour arranger les choses. Je me suis penché et j'ai ramassé mes clés sur le comptoir. Elles semblaient plus lourdes que d'habitude dans ma main. Je suis passé devant lui, assez près pour sentir son après-rasage, le même qu'il portait depuis des années, celui que je lui achetais à chaque Noël. À la porte, je me suis arrêté, je me suis retourné, j'ai croisé son regard et j'ai dit très clairement, alors, profite d'elle sans moi. 5 mots. C'était tout. Pas de cris, pas de larmes, juste la vérité, enfin dite à voix haute. Pendant une seconde, personne n'a bougé. C'était comme si tout le jardin retenait son souffle. Greg a cligné des yeux une fois, comme s'il n'avait pas tout à fait compris ce qu'il venait d'entendre. Ce qu'il a dit, je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte, je suis entré, j'ai attrapé mon sac à main au crochet près de la cuisine et je suis ressorti directement par le devant, passant devant l'allée, devant son camion, devant la boîte aux lettres du voisin à la peinture bleue écaillée. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la portière et je suis resté assise là. Mes mains tremblaient. Pas violemment, juste assez pour que je m'en aperçoive quand j'ai essayé de mettre la clé dans le contact et que j'ai raté la première fois. Je n'ai pas pleuré. Cela m'a surprise aussi. Au lieu de cela, je suis resté assise à écouter ma propre respiration. Lente, irrégulière, réelle. Après 1 minute, j'ai démarré le moteur et je suis sorti de l'allée. Je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet jusqu'à chez Paula à Dublin a pris environ 20 minutes. J'avais fait ce trajet tant de fois au fil des ans que j'aurais pu le faire les yeux fermés. Passant devant la même station-service sur Cleveland Avenue, le même panneau d'église qui changeait son message chaque semaine, la même rangée d'érables qui perdaient toujours leurs feuilles trop tôt. Cette nuit-là,
Tout semblait identique, mais rien n'était pareil. Je me suis garé devant son appartement et je suis resté assise encore une minute avant de sortir. Mes jambes me semblaient un peu instables quand je me suis levé, comme si je venais de descendre d'un long vol. Paula a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Elle a jeté un seul regard à mon visage et s'est effacée. « Entre » a-t-elle dit doucement. Je suis entré, j'ai posé mon sac sur son comptoir de cuisine et je me suis appuyé contre lui comme si j'avais besoin de quelque chose de solide derrière moi. Elle n'a pas posé de questions tout de suite. C'était ça, Paula. 40 ans d'amitié vous apprennent quand parler et quand attendre. Elle m'a versé un verre d'eau, pas de vin, pas de café, juste de l'eau. Je l'ai pris en main, encore un peu tremblante, et j'en ai bu la moitié d'un coup. Puis je l'ai dit, je crois que je viens de quitter toute ma vie. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, juste un peu. Paula a appuyé sa hanche contre le comptoir, les bras croisés, m'observant attentivement. Puis elle a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. Elle a adouci sa voix juste un peu. Ma chérie, tu n'as pas tout perdu. Elle a laissé planer cela une seconde, puis a ajouté, tu as juste posé quelque chose de lourd. Je l'ai fixé, et pour la première fois de la soirée, je l'ai ressenti. Pas du soulagement. Pas encore, mais quelque chose de proche, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années sans m'en rendre compte et que j'avais enfin laissé s'échapper un peu d'air. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Paula a préparé le lit d'invité avec ses draps en flanelle douce qu'elle gardait toujours, peu importe la saison. Elle disait qu'il faisait l'effet d'un câlin. Je suis resté allongé là, fixant le plafond, écoutant le silence. Pas de bourdonnement de la télé de Greg tard le soir. Pas de téléphone vibrant sur la table de nuit pour des petits services de dernière minute pour l'entreprise. Pas de liste mentale des problèmes du lendemain avant même d'avoir ouvert les yeux. Juste le calme. Vers 3 heures du matin, je me suis finalement tourné sur le côté et j'ai remonté la couverture. Ma poitrine me faisait mal. Pas à cause de ce que j'avais perdu, mais à cause du temps qu'il m'avait fallu pour le voir. Le lendemain matin, la lumière entrait par la fenêtre de la cuisine de Paula comme elle le faisait toujours. Douce, chaude, atterrissant pile sur la table où nous nous étions assis 100 fois auparavant. Elle avait préparé du café, fort, comme je l'aimais. Je me suis assise, j'ai entouré la tasse de mes mains et j'ai simplement respiré l'odeur. « Est-ce qu'il a appelé ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Pas encore. Nous savions toutes les deux qu'il le ferait. Paula a pris une gorgée de son café et m'a étudié par-dessus le bord de sa tasse. « Tu y retournes aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. J'ai fixé la table, une petite rayure dans le bois que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Non » ai-je dit, et cette fois il n'y avait aucune hésitation. Paula a hoché la tête comme si elle s'était attendue à cette réponse. « Bien » a-t-elle dit. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute. Puis j'ai dit, plus pour moi-même que pour elle, je ne pense pas pouvoir retourner à ça. Et pour la première fois depuis la veille au soir, je savais que je le pensais. Le lendemain matin, le silence ne semblait plus aussi tranchant. Il restait là, inconnu, mais il ne blessait plus. Paula s'activait dans sa cuisine comme elle le faisait toujours, lente, régulière, comme si rien au monde ne pouvait la presser. La cafetière a cliqué en s'éteignant. Le frigo s'est ouvert et refermé. Quelque part dehors, une tondeuse à gazon a démarré, ce bourdonnement sourd et familier d'un samedi matin dans l'Ohio. J'étais assise à sa table, les mains autour d'une tasse dont je n'avais pas bu une gorgée depuis un moment. Mon téléphone était face contre table à côté de moi. Je ne l'avais pas touché. Pas encore. Tu n'es pas obligé de regarder tout de suite, a dit Paula sans se retourner. Je sais, mais je l'ai quand même saisi, juste pour voir. L'écran s'est allumé et ils étaient là. Cet appel manqué, 3 messages vocaux et une série de textos de Greg. Le premier daté d'hier soir. Greg, tu es sérieuse là? Puis, Greg, Denise, ne fais pas ça devant tout le monde. Reviens et on parlera plus tard. Greg, tu m'as fait honte. J'ai laissé échapper un petit souffle par le nez à celui-là. Pas un rire, juste quelque chose de proche. Puis le ton a changé. Greg, où es-tu? Greg, réponds au téléphone. Greg, on doit parler de ça comme des adultes. Et enfin, envoyé juste avant minuit, Greg, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses.
J'ai fixé ce dernier message pendant une longue seconde. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. 24 ans à gérer les choses discrètement, efficacement, sans faire de vagues, et maintenant, soudainement, je m'y prenais mal. Paula a posé une assiette devant moi. Du pain grillé, des œufs brouillés. Elle cuisinait toujours quand elle ne savait pas quoi faire d'autre. Tu vas lui répondre, a-t-elle demandé. J'ai retourné le téléphone. Pas encore. Elle a hoché la tête une fois. Bien. Nous avons mangé en silence. Pas un silence gênant, juste stable. Après quelques minutes, elle a dit, et pour l'entreprise. Ce mot est tombé plus lourdement que les autres. L'entreprise, Arlo Home Solutions. L'entreprise de Greg. C'est comme ça qu'il l'appelait toujours. Mais je savais ce qu'elle était réellement, ou du moins ce qu'elle avait été. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Et cela aussi, c'était nouveau. D'habitude, je savais. C'est moi que les gens appelaient quand quelque chose n'allait pas, quand un client était mécontent, quand un chèque ne passait pas, quand un sous-traitant ne venait pas. C'est moi qui savais où tout se trouvait, qui appelait, quoi dire. J'ai pris une bouchée de pain grillé, je l'ai à peine goûté. Je pense que je dois parler à quelqu'un d'abord, ai-je dit. Paula n'a pas demandé qui. Elle le savait déjà. À midi, j'étais assise en face de Martin Keane dans un petit bureau juste à côté de High Street. Il était exactement ce que l'on attend d'un homme de son âge. La soixantaine, des cheveux gris, des lunettes posées bas sur son nez, une voix calme d'une manière qui vous donnait l'impression que rien ne pouvait vraiment le déstabiliser. Paula l'avait recommandé il y a des années. Je n'avais jamais pensé avoir besoin de lui jusqu'à maintenant. Il a écouté pendant que je parlais, ne m'a pas interrompu, ne m'a pas pressé. Il m'a juste laissé tout déballer. Le barbecue, l'ultimatum, la liaison, la robe. Ce détail m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Il n'a pas réagi, mais j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Pas du jugement, juste de la compréhension. Quand j'ai fini, il a croisé les mains sur le bureau. Très bien, a-t-il dit. Prenons les choses une étape à la fois. J'ai hoché la tête. Il s'est légèrement penché en arrière. D'abord, avez-vous fait quoi que ce soit à ses comptes? L'entreprise a des actifs partagés. Avez-vous déplacé de l'argent, changé des mots de passe, coupé quoi que ce soit? Non. Bien. Il a fait un petit signe de tête. C'est bien. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas avoir retenu. Je ne veux pas le ruiner, ai-je dit. L'expression de Martin n'a pas changé. Vous n'avez pas à le faire, a-t-il dit simplement. Il a marqué une pause. Parfois, la chose la plus efficace qu'une personne puisse faire est d'arrêter de réparer ce qui n'est pas à elle de réparer. Cela m'a frappé. J'ai regardé mes mains. Je fais ça depuis longtemps, ai-je dit. Je m'en doute, a-t-il répondu. Il n'y avait pas de jugement, juste un fait. Il a pris un bloc-notes. Parlez-moi de votre rôle dans l'entreprise, a-t-il dit. Et pendant une seconde, j'ai failli rire. Mon rôle, ai-je dit. J'y ai réfléchi et puis, au lieu de tout lister, un souvenir m'est revenu. La veille de Noël 2015, ai-je dit. Il a levé les yeux. Greg avait un client qui menaçait de partir. Un gros contrat, 45 000 $. Quelque chose n'allait pas avec les factures. Les chiffres ne correspondaient pas, j'ai dégluti. Il était à une fête. Il a dit qu'il s'en occuperait après les vacances. J'ai laissé échapper un petit souffle. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour corriger ça, en vérifiant tout, en appelant le fournisseur, en reconstruisant la facture ligne par ligne. Martin n'a rien dit. Le lendemain matin, ai-je continué, il s'est réveillé, y a jeté un coup d'œil et a dit, j'ai marqué une pause. Merci d'avoir donné un coup de main. J'ai eu un petit haussement d'épaule. Donner un coup de main. Martin a noté quelque chose. Puis il m'a regardé à nouveau. Et à quelle fréquence diriez-vous que cela arrivait, a-t-il demandé. J'ai lâché un court soupir. Différentes versions de cela, tout le temps. Il a hoché la tête lentement. Très bien, a-t-il dit. Voici le fait, Denise. D'après ce que vous décrivez, vous avez fonctionné comme la colonne vertébrale opérationnelle de cette entreprise.
Je n'ai pas répondu parce que je savais qu'il avait raison. Il a tapoté légèrement son stylo sur le bureau. Vous n'avez pas besoin de saboter quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire une scène. J'ai levé les yeux vers lui. Alors que dois-je faire? Il a soutenu mon regard. Vous arrêtez. J'ai légèrement froncé les sourcils. Arrêtez? Arrêtez de couvrir ses arrières. Arrêtez d'intervenir. Arrêtez de répondre aux appels qui n'ont jamais été officiellement les vôtres à la base. Il s'est penché un peu en avant. Vous vous retirez proprement, légalement. Et vous laissez la structure tenir d'elle-même. Il y a eu un silence dans la pièce après cela. Pas inconfortable, juste lourd de sens. Qu'est-ce qui se passe ensuite, ai-je demandé. L'expression de Martin est restée neutre. Cela dépend de la stabilité réelle de la structure. Plus tard cet après-midi-là, j'étais assise dans le bureau de Sharon Bell. 58 ans. Un regard vif, pas de fioritures. Elle avait travaillé sur nos comptes quelques fois au fil des ans, surtout quand Greg était dépassé par les événements pendant la saison des impôts. Elle a feuilleté une série de documents devant elle, ses lunettes perchées sur le bout de son nez. Vous avez fait bien plus que donner un coup de main, a-t-elle dit sans lever les yeux. J'ai laissé échapper un souffle discret. Je sais. Elle a tapoté une page. Les renouvellements de lignes de crédit arrivent lundi, a-t-elle dit. C'est vous qui avez préparé la majeure partie de tout ceci? Oui. Elle a hoché la tête. Ça se voit. Elle m'a enfin regardé. Si vous vous retirez maintenant, il va le sentir passer très vite. J'ai dégluti. À quel point? Elle a eu un petit sourire, presque compatissant. Plutôt qu'il ne le pense. Elle a tourné une autre page. Et Denise, il y a autre chose. Ma poitrine s'est serrée légèrement. Quoi? Elle a de nouveau tapoté le papier. Il a pris un nouveau projet de développement récemment. Un gros. Lié à une agente immobilière. Je n'avais pas besoin qu'elle dise le nom. Tessa, ai-je dit. Sharon a fait un petit signe de tête. Le problème, c'est que la banque a approuvé l'examen initial basé sur les archives historiques. Elle a croisé mon regard. Des archives que vous avez organisées. La pièce m'a semblé un peu plus petite. Si vous n'êtes pas là pour maintenir cette cohérence, a-t-elle dit prudemment, ils vont commencer à poser des questions. Je me suis adossé à la chaise et, pour la première fois, j'ai vu clair. Ce n'était pas seulement la liaison, pas seulement l'humiliation, c'était la certitude que je continuerais à faire tourner la boutique quoi qu'il arrive. Peu importe comment il me traitait, peu importe qui il ramenait dans ma maison portant ma robe. J'ai laissé échapper un lent soupir. Ce n'est pas seulement que je le quitte, ai-je dit doucement. Sharon a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. C'est ce qui arrive quand vous arrêtez de porter à bout de bras quelqu'un qui pense y arriver tout seul. Ce soir-là, de retour chez Paula, j'étais assise sur le bord du lit d'invité avec mon téléphone à la main. Il a vibré à nouveau. Un autre message de Greg. Greg, Denise, on doit parler de lundi. La banque a appelé. J'ai fixé le message. Puis un autre est arrivé. Greg, Denise, ne commence pas un truc que tu ne peux pas finir. J'ai lu celui-là 2 fois. Puis j'ai posé le téléphone sur la table de nuit et je n'ai pas répondu. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas arrangé le problème. Dimanche matin, je suis retourné à la maison. Pas parce que j'avais changé d'avis, mais parce que j'avais besoin d'être au clair. La rue semblait la même que d'habitude. Des pelouses calmes et tondues, des drapeaux accrochés au porche, un couple promenant son chien devant la boîte aux lettres. Normal. Ce mot m'a presque mise en colère. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté là 1 seconde, moteur tournant. Le camion de Greg n'était pas là. Cela ne m'a pas surprise. Il était probablement sorti tôt pour essayer de rattraper ce qui commençait déjà à lui échapper. J'ai éteint la voiture et je suis descendu. La porte d'entrée m'a semblé plus lourde quand je l'ai poussée. À l'intérieur, la maison sentait légèrement la viande grillée et la bière éventée. Les restes de la veille flottaient encore dans l'air, une assiette en carton sur le comptoir, un bol de chips à moitié vide, une serviette rouge froissée près de l'évier. Je suis resté là un moment, à simplement regarder. C'était mon espace. Chaque détail portait la marque de mes mains. Les placards que j'avais choisis,
le tapis pour lequel je m'étais battu, la petite fissure sur le carrelage près du frigo que j'avais prévu de réparer mais que je n'avais jamais pris le temps de faire. Et maintenant, j'avais l'impression d'être déjà une invitée. Je suis monté à l'étage sans allumer de lumière. La porte de la chambre était entr'ouverte, le lit n'était pas fait. Le côté de Greg était froissé, le mien intact depuis la nuit précédente. Je ne me suis pas attardé. Je suis allé droit au placard. Je n'ai pas tout pris, seulement ce qui était important. Juste ce qui était à moi. Une valise sur l'étagère du haut, mes vêtements, quelques paires de chaussures, ma boîte à bijoux, la petite boîte en métal où je gardais les documents, passeport, acte de naissance, papier d'assurance. Sur la commode, mon chargeur de téléphone. Je l'ai enroulé proprement et je l'ai jeté dans le sac. J'ai traversé la pièce méthodiquement. Pas de précipitation, pas d'hésitation. Ce n'était pas de la colère. C'était une décision. En bas, j'ai pris mon ordinateur portable sur le bureau dans le coin, celui que j'avais utilisé pendant des années pour gérer les factures, la paie, les notes, les emails des fournisseurs. À côté se trouvait un petit disque dur externe. J'ai hésité une demi-seconde. Puis je l'ai pris aussi. Pas pour prendre quelque chose qui n'était pas à moi, juste pour m'assurer d'avoir ce dont j'avais besoin. J'ai laissé tout le reste exactement là où c'était. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, je n'ai pas regardé autour de moi. J'ai juste refermé la porte derrière moi. De retour chez Paula, je me suis assise au petit bureau de la chambre d'amis et j'ai ouvert mon ordinateur. Pendant une longue minute, j'ai juste fixé l'écran. C'était la partie qui comptait. Pas ce que j'avais dit, pas comment j'étais parti. Mais ce que je ferais ensuite. J'ai ouvert ma boîte mail, j'ai commencé par un message vide destiné d'abord aux fournisseurs. Je suis resté simple, professionnel, clair. À compter de maintenant, je ne m'occuperai plus des communications ni du support administratif pour Arlo Home Solutions. Veuillez adresser toutes vos futures demandes à Greg Arlo. Pas d'émotion, pas d'explication, juste la vérité. J'en ai envoyé quelques-uns comme ça, puis pour la paie, puis un court message au service externe que nous utilisions pour les chèques des employés. Même ton, même clarté. Puis j'ai fermé l'ordinateur. Mon cœur battait un peu plus vite maintenant. Pas de la panique, juste de la conscience. J'ai pris mon téléphone. 3 nouveaux messages, tous de Greg. J'ai ouvert le premier. Greg, Denise, où sont les confirmations des fournisseurs pour lundi? Deuxième, Greg, Denise, je n'arrive pas à entrer dans le système de paie. Il demande un code. Troisième, Greg, rappelle-moi maintenant. J'ai fixé l'écran. Le code? Bien sûr. L'authentification à 2 facteurs. Elle arrivait sur mon téléphone parce que c'était moi qui l'avais configuré il y a des années. Parce que c'était moi qui veillais à ce que les choses soient sécurisées. Parce que c'était moi qui anticipais. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, il a sonné. Pas un texto cette fois. Un appel. Greg. Je l'ai regardé vibrer sur la table. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il s'est arrêté, puis a recommencé. Je l'ai décroché à la 4e sonnerie. Pas parce que je sentais que je lui devais quelque chose, mais parce que je voulais entendre sa voix. Denise, a-t-il dit immédiatement. Pas de bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Son ton n'était pas furieux. Pas encore. Confus. Je me retire, ai-je dit. Il y a eu une pause. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé. Ça veut dire que je ne gère plus ton entreprise, ai-je dit. Calme, égal. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a-t-il lâché. J'ai presque souri à cela. C'est exactement comme ça que ça marche, ai-je dit. Une autre pause. Plus longue cette fois. La paie est bloquée, a-t-il dit enfin. Le système demande un code. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a comblé le silence. Denise, les gens vont poser des questions demain. Je pouvais l'imaginer. Marie au bureau, 62 ans, avec nous depuis 15 ans, toujours en avance, toujours organisée, celle qui revérifiait tout avant que ça ne sorte. Marie regardant son écran lundi matin, attendant quelque chose qui n'arriverait pas. Ma poitrine s'est serrée. Je sais, ai-je dit doucement.
Alors répare ça, a-t-il dit. On y était. Pas de, s'il te plaît. Pas de, peux-tu m'aider? Juste, répare ça. Comme toujours. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai vu Marie. J'ai vu le bureau. J'ai vu toutes ces petites choses ordinaires qui tournaient parce que je m'en assurais. Je ne peux pas, ai-je dit. Si, tu peux, a-t-il rétorqué. Tu l'as fait 100 fois. J'ai ouvert les yeux. Non, ai-je dit, je ne le fais plus. La ligne est devenue silencieuse. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. Plus dure. Tu es vindicative, a-t-il dit. Ce mot est resté suspendu. Vindicative. J'ai laissé échapper un lent soupir. Non, ai-je dit. J'ai fini. Il n'a pas aimé ça. Je pouvais l'entendre. Denise, ne commence pas quelque chose que tu ne peux pas finir, a-t-il dit. J'y ai réfléchi. Puis j'ai dit, c'est déjà fait, et j'ai raccroché. Le reste de la journée du dimanche s'est déroulé lentement, trop lentement. C'est ça, le problème quand on ne répare plus les choses. Le temps s'étire. On remarque chaque minute, chaque pensée, chaque seconde qu'on aurait pu remplir auparavant par de l'action. Paula m'a tenu occupé. Faire les courses, plier le linge, des petites choses. Mais mon esprit revenait sans cesse au bureau, aux gens, à ce à quoi ressemblerait la journée de lundi. Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé, mon téléphone à la main. Un autre message est arrivé. Greg, Denise, ça devient hors de contrôle. Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, Greg, le fournisseur demande une confirmation. Je ne sais pas de quoi il parle. J'ai fixé le message. Puis j'ai posé le téléphone face contre table, à nouveau. Vers 21h, mon téléphone a sonné. Cette fois, ce n'était pas Greg. C'était Evan. J'ai répondu dès la première sonnerie. Et, mon chéri, ai-je dit. Maman, a-t-il dit, et je pouvais entendre quelque chose dans sa voix que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Pas de la panique, mais pas du calme non plus. Tu vas bien, ai-je demandé. Il y a eu une pause. J'ai eu des nouvelles de papa, a-t-il dit. Il est un peu en train de craquer. J'ai fermé les yeux une seconde. Oui, ai-je dit doucement. Je m'en doutais. Une autre pause. Puis il a dit, plus bas, je suis au courant pour elle. Ma poitrine s'est serrée. Depuis quand, ai-je demandé. Assez longtemps, a-t-il répondu. Cela a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Pas qu'il sache, mais qu'il n'ait pas senti qu'il pouvait me le dire. Je n'ai rien dit. Il s'est arrêté. Parce que tu ne voulais pas empirer les choses, ai-je terminé pour lui. Ouais. On est resté là-dessus une seconde. Puis il a dit, il est en train de hurler sur quelqu'un à propos d'argent. Quelque chose avec la banque. Je ne pense pas qu'il sache vraiment ce qu'il fait. J'ai laissé échapper un petit souffle. Je sais, ai-je dit. Une autre pause. Puis, plus doucement, je suis avec toi, maman. C'est tombé pile au milieu de ma poitrine. Merci, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Après avoir raccroché, je suis restée assise là pendant un long moment. Le téléphone sur mes genoux, la maison silencieuse autour de moi. J'ai pensé à tout. Les années, les petits moments, les choses que j'avais réparées sans qu'on me le demande, les choses que j'avais avalées pour maintenir la paix. Et pour la première fois, je n'ai pas senti que j'avais besoin d'y retourner et de recommencer. Lundi matin est arrivé, et avec lui le début de ce que j'avais enfin cessé de porter à bout de bras. Le lundi matin a commencé comme n'importe quel autre jour. C'était la partie étrange. Le soleil s'est levé de la même façon. L'air était déjà chaud à 8 heures. Quelque part dans la rue, un voisin a claqué une portière de voiture et a commencé sa journée comme si rien au monde n'avait changé. Mais si. Je pouvais le sentir. Même assise à la table de la cuisine de Paula, mon café à la main, je sentais quelque chose se dénouer ailleurs. Je n'avais pas besoin de le voir pour le savoir. Mon téléphone a vibré avant même ma première gorgée. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Greg, bien sûr. J'ai laissé sonner 2 fois. 3 fois. Puis je l'ai retourné. Paula m'observait de l'autre côté de la table.
Tu vas répondre, a-t-elle demandé. Non. Elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà. Bien. En milieu de matinée, les textos ont commencé à s'empiler. Je ne les ai pas ouverts tout de suite. Je les ai laissés là. Je les ai laissés exister sans que je ne me précipite pour les gérer. Cela seul me semblait contre nature. Pendant des années, mon réflexe avait été immédiat. Résoudre. Calmer. Réparer avant que ça ne devienne plus grave. Maintenant, je me contentais de regarder. Vers 10 heures, j'ai pris le téléphone et j'ai fait défiler. Greg, le fournisseur bloque la livraison. Qu'est-ce que tu leur as dit? Quelques minutes plus tard, Greg, la banque a encore appelé. Il demande des documents que je n'ai pas. Puis, Greg, Denise, ça devient ridicule. Je les ai lus, j'ai reposé le téléphone, je n'ai rien fait. Vers midi, il a sonné à nouveau. Je l'ai laissé passer en messagerie vocale. Une minute plus tard, la notification est apparue. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur lecture. La voix de Greg est sortie plus forte que d'habitude, tendue par quelque chose qu'il ne contrôlait plus tout à fait. Denise, je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, mais ce n'est pas drôle. Le service de paie dit qu'il y a un problème, et Marie m'a déjà appelé 2 fois. Les gens demandent où sont leurs chèques. Rappelle-moi. Le message s'est coupé sur un clic sec. J'ai fixé le téléphone. Marie. On y revenait. Ce petit morceau d'humanité au milieu de tout ça. Je l'imaginais assise à son bureau, ses lunettes glissant sur son nez comme elle le faisait toujours. Son petit carnet ouvert, son stylo tapotant la page quand quelque chose ne collait pas attendant. Ma poitrine s'est serrée. J'ai ramassé le téléphone. Pendant une seconde, j'ai failli composer le numéro. Failli appeler le service de paie moi-même. Failli retourner exactement à la place où j'avais vécu pendant 20 ans. La main de Paula s'est posée doucement sur mon poignet. Ne le fais pas, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux vers elle. Ils n'ont rien fait de mal, ai-je dit doucement. Je sais, a-t-elle dit. Sa voix était douce, mais ferme. Mais ce n'est plus à toi de porter ça. J'ai dégluti. Cela ne me semblait pas si simple. Mais j'ai hoché la tête quand même et j'ai reposé le téléphone. En fin d'après-midi, le ton des messages de Greg avait changé. L'agressivité avait disparu, remplacée par autre chose. Greg, Denise, dis-moi juste ce que je dois envoyer à la banque. Puis, Greg, je n'ai pas les fichiers dont tu parles. Quelques minutes plus tard, Greg, où sont les sauvegardes? J'ai lu celui-là 2 fois. Puis j'ai reposé le téléphone encore une fois. Le mardi matin, ça a empiré. On pouvait l'entendre dans le silence. Ça semble bizarre, je sais, mais il y a une sorte de calme qui semble normal, et puis il y a celui qui donne l'impression que quelque chose va casser. Paula avait allumé les informations en fond sonore. Un segment sur des projets de développement locaux, de nouvelles constructions, des rénovations, des contrats distribués. Le genre de choses qui passionnait Greg. Il en parlait comme s'il bâtissait quelque chose de plus grand que lui-même. Mon téléphone a encore vibré. Je l'ai pris cette fois. Un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. Je l'ai ouvert. Tessa, je pense que tu pousses les choses trop loin. J'ai fixé l'écran. Puis un autre message est arrivé. Tessa, Greg est sous une pression énorme en ce moment. Tu ne fais qu'empirer les choses. J'ai laissé échapper un lent soupir. On y était. Toujours pareil. Pensant toujours que c'était moi qui créais le problème. Je n'ai rien tapé. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone. 1 heure plus tard, il a sonné à nouveau. Greg. J'ai répondu. Cette fois, sa voix était différente. Pas brusque, pas exigeante. Effrayée. Denise, a-t-il dit, et il y avait une tension que je n'avais jamais entendue auparavant. La banque pose des questions sur la ligne de crédit. Ils disent que la documentation ne correspond pas, je n'ai rien dit. Ils veulent des clarifications, a-t-il continué. Ils parlent de tout geler jusqu'à ce que ce soit réglé. J'ai fermé les yeux. Pas de panique, j'écoutais simplement. J'ai besoin que tu me dises ce que tu as soumis, a-t-il dit. Il y a eu une pause, puis plus bas, s'il te plaît. Ce mot a résonné.
Mais il ne m'a pas ému comme autrefois. Je ne fais plus partie de l'entreprise, ai-je dit. Denise, je te l'ai déjà dit, ai-je répété calmement. Il a expiré bruyamment. Tu ne peux pas juste partir comme ça, a-t-il dit. Il y a des choses liées à toi. Ton nom est sûr. J'ai déjà parlé à mon avocat, ai-je dit, coupant court doucement. Silence. Puis plus sec, tu es allé voir un avocat? Oui. Une autre pause. Plus longue cette fois. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, a-t-il demandé. Que je n'ai pas à réparer ce qui n'est pas à moi de réparer. Il a laissé échapper un court rire incrédule. C'est incroyable, a-t-il dit. Après tout. Après tout, ai-je répété doucement. Et pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai dit, je dois y aller. Et j'ai raccroché. Le mercredi matin est arrivé vite, plus vite que les jours précédents. Comme si tout avait convergé vers quelque chose et que nous y étions enfin. Paula se tenait sur le seuil de la chambre d'amis pendant que je m'habillais. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Je n'y vais pas pour lui », ai-je dit. « J'y vais pour moi. » Elle m'a étudié une seconde. Puis elle a souri juste un peu. « C'est nouveau », a-t-elle dit. J'ai failli lui rendre son sourire. Le petit déjeuner de la chambre de commerce se tenait dans un hôtel juste à côté de Polari Parkway. J'avais déjà assisté à des événements de ce genre, des années auparavant, quand Greg aimait encore me présenter comme celle qui faisait tout tourner. Quand c'était perçu comme un compliment. Maintenant, cela sonnait juste comme quelque chose sur lequel il s'était reposé. La salle de bal était déjà à moitié pleine quand je suis entré. Des tables rondes, des nappes blanches, des stations de café installées sur le côté, le faible brouhaha des conversations. J'ai repéré Greg presque immédiatement. Il était près de l'avant, discutant avec un homme en costume gris. Sa posture était droite, son sourire en place, comme si rien n'avait changé, comme si tout était sous contrôle. Tessa se tenait à ses côtés. Parfaite à nouveau. Coiffée, robe ajustée, téléphone en main déjà légèrement incliné, comme si elle choisissait quelle partie de la matinée valait la peine d'être montrée. J'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pas de la colère, juste de la distance. Je suis entré discrètement, j'ai pris place à une table vers le milieu. Quelques personnes ont jeté des regards dans ma direction, m'ont reconnu. L'une d'elles s'est légèrement penchée. « Denise, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. « Vous aviez l'habitude de gérer les choses pour Arlo Home Solutions. » L'habitude. J'ai hoché la tête. C'est exact. Elle a souri. « Eh bien, vous étiez toujours celle qui savait ce qui se passait, » a-t-elle dit. Greg est un homme chanceux. Je n'ai pas répondu à cela. J'ai juste pris une gorgée de mon café. Ça n'a pas été long. Les fissures étaient déjà là. Je l'ai vu dans la façon dont le sourire de Greg s'est crispé quand quelqu'un a posé une question. Dans la façon dont il regardait son téléphone plus souvent que d'habitude. Dans la façon dont l'expression de l'homme en costume gris est passée d'un intérêt poli à autre chose. De l'inquiétude. Où est Denise ces jours-ci, a demandé quelqu'un nonchalamment. Greg a ri. Elle prend un peu de temps pour elle, a-t-il dit. J'ai tout sous contrôle. J'ai presque admiré la facilité avec laquelle il a dit cela. Presque. Puis c'est arrivé. Un homme d'une des sociétés de fourniture s'est approché. Greg, a-t-il dit, nous avons une livraison en attente. Nous n'avons pas reçu de confirmation. Greg a hoché la tête rapidement. Ouais, je m'en occupe, a-t-il dit. Quelle confirmation, a demandé l'homme. Greg a hésité. Juste une seconde, mais c'était suffisant. Je l'ai vu. Ce minuscule vide, le moment où il ne savait pas. Denise d'habitude, a commencé l'homme, puis il s'est arrêté parce qu'il m'a vu assise là, à regarder, sans interférer. Quelques minutes plus tard, ça a empiré. Greg a ouvert son ordinateur sur la table, ses doigts bougeant plus vite maintenant. Je dois juste sortir un fichier, a-t-il marmonné. L'écran a clignoté. Il a froncé les sourcils. Où est-il, a-t-il dit entre ses dents, puis plus fort. Où est ce fichier Excel? Personne n'a répondu. Il a regardé autour de lui et ses yeux se sont posés sur moi. Denise, a-t-il dit comme si c'était un automatisme. Est-ce que tu as une copie d'eux?
J'ai croisé son regard et pour la première fois, je ne suis pas intervenu. Je suis sûr que Tessa peut t'aider, ai-je dit calmement. C'est elle qui construit ton avenir, n'est-ce pas? Les mots n'étaient pas forts, mais ils ont porté. Quelques personnes aux tables voisines se sont tues. Tessa s'est raidie à côté de lui. A-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée parce qu'elle ne savait pas. Pas vraiment. L'atmosphère de la pièce a changé. Pas de façon dramatique. Juste assez. Le genre de changement que les gens ressentent avant que quelque chose ne devienne évident. Le visage de Greg s'est décomposé. Pas de la colère. Pas encore. Quelque chose de plus proche de la réalisation. Cela ne s'est pas arrêté là. Dehors, sur le parking, le soleil était déjà haut. La chaleur montait du pavé en douces vagues. Je venais juste d'atteindre ma voiture quand j'ai entendu mon nom. Denise. Je me suis retourné. Greg marchait vers moi rapidement, Tessa juste derrière lui. De près, il avait l'air différent, moins maître de lui, moins certain. « Attends juste une seconde », a-t-il dit, reprenant un peu son souffle. Je n'ai pas bougé. « C'est quoi ça » a-t-il demandé. « Qu'est-ce que tu fais » J'ai soutenu son regard. « Je te l'ai dit » ai-je répondu. Je me suis retiré. « Ce n'est pas se retirer, ça » a-t-il dit. C'est du sabotage. Non, ai-je dit doucement. Ça n'en est pas, Tessa a fait un pas en avant. Sa voix n'était plus tranchante. Elle était tremblante. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je ne savais pas que tout dépendait de toi à ce point. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé et pour la première fois, son air narquois avait disparu. Je n'ai rien fait dépendre de moi, ai-je dit. J'ai juste arrêté de le donner gratuitement. Greg a passé une main dans ses cheveux. Denise, reviens juste, a-t-il dit. Pour une semaine. Aide-moi juste à tout remettre d'équerre. On y était. La demande. Enfin. J'ai secoué la tête. Non. Il m'a fixé comme s'il pensait encore que je pourrais changer d'avis. Je n'ai pas ruiné ta vie, ai-je dit, ma voix était stable. J'ai juste arrêté de la porter. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis je me suis retourné, j'ai ouvert la portière de ma voiture et je suis monté. En sortant du parking, je les ai vus dans le rétroviseur, debout là, ensemble, mais plus du tout comme ils l'étaient auparavant. 2 mois plus tard, j'étais debout dans une cuisine qui n'était pas la mienne, pas l'ancienne. Celle-ci était plus petite, des comptoirs étroits, une seule fenêtre au-dessus de l'évier qui donnait sur une rangée de maisons de ville identiques à Worthington. Revêtement beige, étayé, rien de luxueux, mais c'était calme. Pas le genre de calme qui donne l'impression que quelque chose manque. Le genre qui donne l'impression que quelque chose est enfin posé. Je me suis versé une tasse de café et je me suis appuyé contre le comptoir, laissant la lumière du soleil frapper le bord de la tasse. Il était tôt, juste après 7 heures. L'air était encore frais avant que la journée ne se réchauffe. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas de liste en tête. Pas de fournisseur à appeler, pas de facture à corriger, pas de problème m'attendant avant même d'avoir fini ma première gorgée. Juste le matin. J'ai pris une inspiration et je l'ai relâchée lentement. Le poste au cabinet dentaire s'était concrétisé plus vite que prévu. Columbus Dental Care. Le même bâtiment où j'avais travaillé quand j'avais 21 ans. La moquette avait été remplacée, la réception modernisée, mais la disposition était la même. Le docteur Patel m'a reconnu immédiatement. Denise, a-t-il dit, sortant de l'une des salles d'examen. Denise Carter. Je n'avais pas entendu ce nom depuis longtemps. J'ai souri. Toujours moi, ai-je dit. Il a secoué la tête, souriant en retour. Eh bien, ça alors, a-t-il dit. Qu'est-ce qui vous ramène ici? J'aurais pu lui donner une longue réponse. Tout expliquer. Mais je ne l'ai pas fait. Je cherche du travail, ai-je dit simplement. Il m'a étudié une seconde, puis a hoché la tête. On aurait bien besoin de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, a-t-il dit. C'était tout. Pas de drame, pas d'histoire, juste un nouveau départ. Le travail me semblait familier. Répondre au téléphone, planifier les rendez-vous des patients, faire avancer les choses. Sauf que cette fois, c'était différent.
Je ne donnais pas un coup de main. J'étais embauché, payé, respecté. Quand je réparais quelque chose, c'était reconnu. Quand je partais à la fin de la journée, les problèmes restaient là-bas. Cela seul me semblait être quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Evan est passé un samedi après-midi. Il est resté sur le seuil une seconde, observant les lieux. C'est sympa, a-t-il dit. J'ai ri doucement. C'est petit, ai-je dit. C'est calme, a-t-il corrigé. Cela m'a touché. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Même lumière du soleil, même calme. Il m'a parlé de ses cours, d'un entretien d'embauche qu'il avait de prévu, de choses qui n'étaient pas pesantes. Puis, après un moment, il a dit « J'ai vu papa ». J'ai hoché la tête. « Comment va-t-il » ai-je demandé. Evan a haussé les épaules. « Il dit toujours que ce n'est pas sa faute », a-t-il répondu. « Il dit que tu as surréagi. » J'ai laissé échapper un petit souffle. Ça lui ressemble bien. Il a du mal à maintenir les choses debout, a ajouté Evan. Quelques-uns des gars sont partis, ils disent que c'est trop instable. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que je ne me sentais plus responsable. C'est dur, ai-je dit. Et je le pensais. Juste pas de la façon dont je l'aurais pensé auparavant. Evan m'a regardé une seconde. Tu vas bien, a-t-il demandé. J'ai réfléchi à cela, à tout. La maison, le mariage, l'entreprise, le moment dans le jardin, le trajet en voiture, le silence, le choix. Et j'ai réalisé quelque chose. Oui, ai-je dit. Et pour la première fois, ce n'était pas quelque chose dont j'essayais de me convaincre. C'était vrai. Le divorce avançait. Des papiers lents, des réunions, les avocats faisant des allers-retours sur des détails qui semblaient tout représenter auparavant. Maintenant, il ressemblait juste à des étapes. Greg avait essayé de me contacter quelques fois. Des messages transmis par les avocats. Un message vocal une fois, tard dans la nuit, auquel je n'ai pas répondu. Pas par colère. Juste parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Tessa, d'après ce que j'ai entendu, n'est pas restée. Cela ne m'a pas surprise. Certaines choses ne fonctionnent que lorsque quelqu'un d'autre les porte à bout de bras. Un soir après le travail, je me suis arrêté dans un creuset sur mon chemin. Le même où j'allais depuis des années. J'ai pris quelques articles. Du lait, du pain, du café. Normal. À la caisse, la caissière a souri. « Comment se passe votre journée » a-t-elle demandé. « Bien, ai-je dit. Et encore une fois, je le pensais. De retour chez moi, j'ai posé les courses sur le comptoir et je les ai déballées lentement. Pas de précipitation, pas de bruit de fond, juste le son des sacs en plastique qui crissent et le ronronnement du réfrigérateur. Je me suis versé une autre tasse de café et je me suis tenu près de la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher maintenant. Une lumière douce s'étendant sur le pavé à l'extérieur. J'ai pensé à tout. Pas d'une manière pesante, juste en observant. Pendant longtemps, j'avais cru quelque chose sans jamais le dire à voix haute, que si j'arrêtais de tout porter, tout s'effondrerait. Et peut-être que c'est arrivé. Mais pas de la manière que je craignais. Moi, je ne me suis pas effondré. Je me suis relevé. Ces 5 mots que j'ai dit ce soir-là, ils n'étaient pas malins. Ils n'étaient pas puissants en eux-mêmes. Ils étaient simplement tardifs. Tardifs par rapport à une vérité dans laquelle je vivais depuis des années. Je n'avais pas besoin qu'il s'écroule. Je n'avais besoin de rien de dramatique. J'avais juste besoin d'arrêter d'être à genoux. Si vous avez déjà été celle qui fait tout tourner, celle sur qui les gens comptent sans même s'en apercevoir, vous n'êtes pas seul. Et s'il y a un moment où vous décidez enfin que vous en avez assez, ce moment compte. Merci de m'avoir écouté.